Le sujet que je vous propose, c'est un sujet sociologique, je veux dire. C'est-à-dire un peu comme, on va partir de Bourdieu si vous voulez. Alors Bourdieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a très peu de gens issus des classes d'en bas qui font des études supérieures, c'est ça un peu ce qu'il dit? Je ne connais pas tout ce qu'on a. Non, mais enfin, sur ce point, c'est un argument. Est-ce qu'on peut échapper à la classe d'où on vient? Bonsoir Jacques. Bonsoir Christophe. La classe d'où on vient, c'est-à-dire la classe moyenne, la classe des riches, la classe des grands. Justement, d'où on vient. Il y a plusieurs catégories de population et de classes différées. Oui. Voilà. Donc tu as la classe des ouvriers, il y a la classe des bourgeois, il y a la classe des cadres, on va dire, un peu plus aisés, et il y a la classe des grandes fortunes. Est-ce que cette classe, elle correspond à une réalité humaine, anatomique ou raciale, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être renégocié par l'éducation, par le... Je pense, Jacques, si tu veux, elle est plus liée à l'éducation. Et surtout, l'intelligence dans l'enfance familiale, si tu veux. Si les parents sont intelligents, ont des bons statuts, forcément, je pense que les enfants vont suivre l'instruction parentale. Enfin, le mot intelligent me paraît un petit peu inacceptable, parce que il y a des formes on ne va pas dire qu'il y en a qui sont intelligents et d'autres qui ne sont pas intelligents. Ils n'ont pas la même forme de mentalité, forme d'intelligence. Alors la forme d'intelligence. Plutôt forme d'intelligence qu'intelligent ou pas intelligent. Oui. Donc, ce serait déjà polémique de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. D'accord. Non, même Gilbert, il est intelligent. Non, c'est pas ça. C'est pas on pourrait pas dire ces gens-là. Jacques, attends, tu m'écoutes, Jacques. On pourrait pas dire que ces gens-là ne sont pas intelligents. Il y a des formes d'intelligence différentes. Il y a l'instruction de base qui permet que les gens puissent contenir leur mémoire, se rappeler de ce qu'ils ont été enseignés, ce qu'ils ont appris. C'est ça l'intelligence. C'est que le cerveau soit développé, qu'ils comprennent très vite les choses. Voilà. Bon, écoutez, alors, je préférerais laisser parler, mais enfin, je vais quand même rebondir là-dessus, avant de laisser la parole à Jean-Paul. Jean-Paul, il s'appelle Jean-Paul. Il y a des formes d'intelligence, et tout le monde a forcément une forme d'intelligence. Tous les gens ont une forme d'intelligence, et cette forme d'intelligence va déterminer la carrière intellectuelle, la carrière professionnelle. Donc il n'y a pas des gens qui ne sont pas intelligents. Il faut des intelligences appropriées, il faut des gens qui aient des formes d'intelligence pour les différentes activités. Par exemple, la femme de ménage, il faut qu'elle ait une forme d'intelligence. Oui, il faut qu'elle soit formatée pour le travail. Le chauffeur de taxi, il faut qu'il soit intelligent. Pour conduire. Donc on ne va pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Évidemment. Donc c'est inapproprié cette expression d'intelligence. Je pourrais continuer, mais je veux que le processus se fasse progressivement. Donc je vais laisser la parole à Jean-Paul qui a peut-être le même. Est-ce que vous avez le même point de vue que Christophe Blondin. Parce que tout à l'heure je vous en ai parlé, j'ai l'impression que c'est à peu près le même genre. Sur les sociétés. Non, sur le fait qu'on est. Est-ce que c'est la société qui nous forme, ou est-ce que nous allons vers la société par rapport à laquelle on est programmé en quelque sorte. Ce que j'ai à dire, c'est que avant qu'il y ait, si vous avez dit au niveau racial, au niveau culturel, avant qu'il y ait toute cette confusion, cette immigration, comme on a maintenant, tous ces déplacements de population, il y avait des sociétés homogènes partout, blanches, noires ou jaunes ou rouges, il y a des sociétés homogènes, et dans ces sociétés homogènes, il y a une hiérarchie, il y a des aptitudes, il y a des gens qui ont une certaine qualité, il y a ceux qui commandent, ceux qui prient, ceux qui commandent, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. C'est les trois grandes classes, c'est la tripartition qu'on retrouve. La trifonctionnalité de Béziers et puis en Inde aussi. En principe, il y a une quatrième classe, on divise la troisième en plusieurs classes des fois, mais en 3 ou 4, mais après, c'est ça. Et donc il y a des gens qui ont des aptitudes plus spirituelles, qui ont accès aux choses supérieures. Il y a ceux qui sont plutôt des gens d'action, ceux qui combattent et qui organisent, et puis ceux qui travaillent, eux, c'est des gens fonctionnels. Et donc ça, les chats ne font pas des chiens, ils restent dans cette sorte d'organisation continuelle, et quelquefois une personne qui est d'or peut se retrouver dans une classe d'airain, ou une classe d'airain dans une classe d'argent. Voilà. Parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent se passer, des anomalies entre guillemets.
Donc, Des exceptions. voilà, des exceptions. Et ça, c'est la société traditionnelle. Et Alors, est-ce que pour vous c'est génétique quand même ou c'est, quand vous parlez d'exception, c'est des gens qui auraient un bagage de génétique qui n'est pas c'est pas celui de la classe. génétique, il semblerait qu'ils aient été bien vus des dieux, qu'ils aient reçu des choses de plus. Alors, oui, alors ça c'est autre. Voilà. Mais C'est la grâce. Ils ont eu la grâce. voilà, ils ont une grâce particulière et ils sortent un peu de leurs conditions. Et ça, c'est l'ordre traditionnel des choses. Mais à partir du moment où, en transformant la société, on a commencé à transformer cet ordre, et maintenant on est dans une sorte de confusion et c'est sûr que ça pose pas mal de problèmes. Oui. Bon. Alors, on va pousser Venons à l'essentiel, Jacques. Non, justement non, moi je veux avancer petit à petit, hein. Moi c'est la maïotique, hein. Je ne vais pas donner des réponses comme ça, vraiment on va arrêter tout de suite. Hein. Bon. Alors, il y a une catégorie pour me faire comprendre, vous savez que j'aime bien les paraboles, il ne faut pas oublier les machines. Exactement. Parce que les machines aussi, elles ont des fonctions qui déterminent leur usage. Et d'une certaine manière, est-ce que nous ne serions pas aussi des machines qui ont une fonction particulière à jouer, un mode d'emploi particulier? Est-ce que cette comparaison entre la machine, qui finalement n'est jamais qu'une imitation de l'homme, Bien sûr. est-ce que la machine, est-ce que ce qui est vrai pour la machine, est-ce que c'est pas vrai également pour tous nos congénères humains qui ont un mode d'emploi, qui ont une fonctionnalité particulière, et la machine au fond, on n'est pas si différent des machines. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul? Cette comparaison vous paraît heureuse? La machine, c'est quelque chose d'artificiel. Hein. L'homme, il a quand même une certaine. C'est un élément naturel, bon, on peut faire des comparaisons, mais. Bon. Non, mais justement, moi je sais où je vais, mais pour vous, vous bloquez là-dessus. Parce que l'homme est naturel. Est-ce que l'homme est si naturel que ça? Moi j'ai des doutes là-dessus. Hein. Bon. La nature, on sait ce que c'est que la nature. Hein. Oui, non, mais justement, la nature. L'homme est issu de la nature. Hein. Bon, attendez, alors issu de la nature, mais la machine aussi est issue de la nature. On fabrique quoi? Cette table, elle est faite, une table, elle est faite, donc ça veut rien dire ça. Non, bien sûr, mais c'est une chose fabriquée par un être intelligent qui nous arrive. Mais vous disiez. Voilà. Voilà, donc la nature, c'est fondamental. Attends, je mange. Le mec qui me dit film. Ça va, toi? La nature, c'est fondamental. Non, mais attendez. Alors, l'artefact, c'est là. Là, c'est intéressant parce que là, on débouche sur un autre sujet qui est limitrophe. C'est la nature, nature et culture. Bon, non mais. Ne brouillez pas, vous ne brouillez pas, je suis concentré dans le sujet. Voilà. Bon, alors effectivement, cette opposition entre nature, alors l'homme serait dans la nature, la machine ne serait pas dans la nature. Moi je viens de répondre à notre ami Jean-Paul que quand un sculpteur prend un bloc de marbre, bon, eh ben, il le transforme. Et quand il le transforme, ça n'est plus de l'ordre de la nature, mon cher ami. De même que par exemple quelqu'un qui fabrique une table, un menuisier, il prend du bois. Ça devient Eh bien voilà, donc c'est. Bon, alors vous dites, c'est issu de la nature tout de même. Ah ben, toutes les choses qui ne sont pas vivantes Voilà. sont issues Donc, de la quand nature. c'est issu de la nature, si c'est issu de la nature, ça veut dire qu'on ne peut pas opposer. Les machines, là, on est un peu dans un discours enfantin. Non. Moi, pour moi, c'est pas ça. Bon, d'accord. Moi, ça m'énerve. Bon, alors. Moi, ce que je veux te dire, tu as raison, Jacques. Les matières premières, moi, je vais parler très clairement en matière vivante et en matière morte. Voilà. Hein, soyons clairs aussi. Le bois, il est issu de l'arbre. L'arbre, il est détruit. On la coupe à l'usine, il devient un bois mort. Effectivement, tu prends le menuisier qui est ébéniste, il va te faire un travail de plomb. Oui. Voilà. Il va te faire une sculpture à l'intérieur du bois mort qui est naturel. On est bien d'accord sur ce sujet. Voilà. De deux, toutes ces formes-là, donc tu revenais sur... Même le fer, c'est pareil, le fer, c'est la nature. Tous les matières on fabrique des machines évidemment. avec du fer, avec de l'acier, avec du pétrole, avec du plastique, avec tout, avec du verre, avec tout, voilà. Soyons clairs, voilà. C'est pas trop ça. Leur essence, c'est d'être des choses artificielles. Oui, mais vous, mon cher Jean, excusez-moi de l'interrompre, mon cher Jean-Paul, tout à l'heure, vous avez parlé de l'intervention des dieux. Enfin, de Dieu ou des dieux. Bon, alors peut-être que l'homme lui-même, tel qu'il est devenu, il a été formé par les dieux, et que justement, par conséquent, de ce point de vue-là, parce que vous êtes en train de dire, oui, mais ça, c'est l'homme qui a... C'est la technique, ça a été voulu par l'homme. Et je pourrais vous dire que l'homme a été voulu par Dieu. Et donc on n'en sort pas. Allez-y.
Mais je suis d'accord. Parce qu'il faut quand même définir ce que c'est l'artefact, c'est la nature. La nature, c'est quand même quelque chose. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes un artefact, mon qui est cher ami. auto-immanente, c'est-à-dire qu'elle se reproduit elle-même. Elle a cette faculté de fonctionner. Vous avez encore des choses à Notamment à la dire ou pas machine qui, encore elle, fonctionne parce que. Quand vous voudrez parler, vous nous le direz. Hein. Bon. Alors, donc voilà, on touche un certain nombre de sujets, mais on n'a pas. Moi, je vous ai laissé avancer. Je voudrais que tu reviennes sur la question de ce que tu avais dit. Tu as parlé des machines. Oui. Les machines et des hommes, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Moi, je reviens sur tes questions. Eh bien, je dis que de la même façon que les machines sont fabriquées et programmées pour certaines choses, nous-mêmes, nous sommes aussi programmés pour certaines choses, et qu'il y a plusieurs, comme vous disiez notre ami là, sur la trifonctionnalité, voilà, on est programmé, et selon qu'on est programmé pour travailler, je prends un exemple, bon, quelqu'un par exemple qui est, et parfois les qualités que nous avons ont un revers. Par exemple, quelqu'un qui sait très bien. Moi, je vais te citer un exemple. Oui. Par exemple, un viticulteur qui va cueillir un champ de je ne sais combien d'hectares de raisin. Je suis raison, à l'environnement de, enfin, on va dire Dieu, pour les non-croyants non Dieu, il va travailler à arracher tous ces raisins, cueillir pour faire du jus de raisin, pour le besoin vital de l'homme, la condition de la consommation vitamine. Voilà. Il a une fonction. Il a une fonction, bravo. C'est là que je voulais te dire, c'est le fonctionnel. Donc quand tu as posé la question, moi je réponds à ta question, est-ce que l'homme a-t-il une fonction, comme tu viens de citer? Pas l'homme, les hommes. Ou les hommes en général. C'est pas la fonction, ou les femmes. Il n'y a pas une seule fonction pour l'homme. Voilà. Il y a plusieurs fonctions. Donc, pas le mot homme. Donc disons, il y a des humanités, des humanités, des diverses humanités, diverses catégories d'hommes. C'est pas, j'aime pas le singulier. Là. Non, j'ai très bien compris, qui ont des fonctions différentes. Oui, c'est plutôt général là, mais bon. Ou une société, j'ai très bien compris. Qui ont une fonction bien définie dans chaque domaine. Oui. C'est ça que tu veux me dire. Bon, alors, j'étais en train de prendre un exemple. Des gens qui sont capables de faire des tâches subalternes, par exemple. On voit bien qu'il y a des gens qui sont très doués pour les tâches subalternes. Et des gens qui ne sont pas doués pour les tâches subalternes, et du moment qu'ils ne sont pas doués pour les tâches subalternes, c'est qu'ils sont doués pour autre chose. Bien sûr. Donc, par exemple, quelqu'un qui est très doué pour, par exemple, je sais pas, il apprend le piano, et puis, alors, il est très doué, il fait exactement ce qui est marqué sur la partition, très méticuleux, un peu besogneux. Voilà. Donc ça lui permet de faire un certain boulot, mais ça aussi, ça lui interdit de faire d'autres boulots. Parce que les qualités qu'il a peuvent être des défauts. Quelqu'un qui est trop minutieux, qui est trop dépendant, qui dépend trop du modèle à suivre, eh ben, celui-là, il ne va pas aller très loin à un autre niveau. Mais il sera très bon à son niveau. Bon, de la même façon, quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, ça peut être un atout à certains niveaux, et à un autre niveau, ça va le bloquer. C'est une défaillance. Voilà, parce que ça va le bloquer, il va tout le temps ressortir les mêmes choses, sa mémoire va faire qu'il va se répéter indéfiniment, et ça va se retourner contre lui quelque part. Donc finalement, c'est pas une question de manque d'intelligence, certaines formes d'intelligence vont nous canaliser dans certaines directions, et pas dans d'autres. Voilà, c'est un point que je voulais mettre en avant. Dis-moi, voilà. Alors l'idée, c'est que, voilà la question. Est-ce que les gens, c'est la question que je vais poser au départ, avant qu'on revienne ici, est-ce que les gens sont dans une société donnée, est-ce que c'est la société qui forme les gens, ou est-ce que c'est d'après leur structure intérieure qui vont avoir des rapports sociaux avec des gens qui leur ressemblent? C'est la fameuse formule qui se ressemble, s'assemble. Oui, alors je suis dans cette deuxième formule-là, Jacques, de ce que tu viens de dire. Oui. Qui se rassemble, s'assemble. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour certains métiers et d'autres non. Ils pourront essayer de faire ce métier-là, mais ils seront dans l'incapacité de pouvoir réussir à faire ce métier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, les personnes qui se ressemblent se regroupent. En général, c'est ça. Et ça, c'est important, parce que c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'on se dit, ils se regroupent, donc ils font partie d'une même société. Mais c'est pas parce qu'ils font partie d'une même société qu'ils sont pareils. C'est parce qu'ils sont pareils qu'ils font partie de la même société. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est là, le débat, il est là. Bien sûr. Finalement, par exemple, si on prend le groupe ici, au fond, par certains côtés, les gens se retrouvent entre personnes qui se ressemblent.
De même que les Noirs se regroupent entre eux, les femmes se regroupent entre elles. C'est pas par hasard. C'est pas parce qu'elles font partie d'une société X ou Y, c'est parce qu'elles ont envie d'être avec des gens qui leur ressemblent, avec lesquels elles ont le même mode de fonctionnement, avec lesquels elles peuvent communiquer. Donc finalement, notre fonction intérieure, elle va déterminer nos appartenances, notre sociabilité. Mais ça, on en avait parlé, ça, ce sujet-là, Jacques. Je suis désolé, on en reparle. On peut relancer le débat. Voilà, mais non, parce qu'il y a l'ambiguïté. Non, mais ce que je suis en train de dire, ce que n'est pas peut-être suivi, je suis en train de dire qu'il y a une ambiguïté. Quelle est la vérité? Alors vous, par exemple, la vérité, c'est qu'on vit dans une certaine société qui va nous former, ou est-ce que c'est parce qu'on a déjà un mode de fonctionnement qu'on va choisir une certaine société? Mais il y a les deux qui rentrent en... Les deux fonctionnent, mais les deux, voilà. Les deux éléments sont retrouvent. Il y a un fait de l'acquis et de l'inné. Oui. Bon, alors, moi je pense quand même... Quel est ton avis, Jacques? Oui, par exemple, je pense que, si on prend le cas des femmes, je pense que... D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Je pense que les femmes, les gens aiment bien se retrouver avec des gens qui fonctionnent comme eux. Oui, voilà. Le mode de Et fonctionnement. donc, c'est quand même ça la motivation première. Et si vous êtes dans une société où les gens ne fonctionnent pas comme vous, ça ne va pas fonctionner. Donc, ne dites pas que c'est la société qui va nous former. Quand même, Non, vous n'allez pas. Ou alors vous dites que vous n'existez pas. Vous n'avez pas de programmation de départ. Pourtant, on peut quand même amener un argument, c'est que la société de l'Ancien Régime, elle était d'une certaine mode. Ensuite est arrivée la révolution des Lumières, des gens minoritaires qui voulaient changer les choses, ont changé la société. Ben oui. Et maintenant, les gens pensent différemment d'avant. C'est ceux qui ont le contrôle de la société qui les font. Donc, alors là, de ce côté-là, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que alors, vous employez le mot penser. Je pense que nous fonctionnons exactement aujourd'hui comme on fonctionnait avant la Révolution. Il faut être sérieux. Au niveau du fonctionnement mental, au niveau des structures mentales, non, c'est pas au niveau du non, mais c'est pas niveau la Révolution, elle n'a rien apporté au niveau... Non, je parle au niveau des opinions. Non, mais même au niveau des opinions. Même au niveau des opinions, alors justement c'est intéressant ce que vous dites, même nos opinions font partie de notre fonctionnement mental. Hein? C'est justement l'illusion. Alors c'est un débat, de toute façon, si j'ai choisi ce sujet parce qu'il fait débat, pas parce que tout le monde nos opinions. Alors, alors c'est un autre sujet que relance effectivement M. Jean-Paul. Est-ce que nos opinions, le mot opinion, il faut savoir ce que ça veut dire, mais est-ce que nos opinions, attendez, justement, est-ce que nos pensées sont quelque chose qui vient de notre fonctionnalité, c'est une notre proposition programme. probable, opinion. C'est-à-dire que c'est probable, on va dans un sens que probable que c'est la réalité, mais c'est pas la certitude de la vérité. Non, mais je préfère le mot penser parce que c'est un mot plus dur. Est-ce que notre façon de penser fait partie de notre programmation, de notre mode de fonctionnement, ou est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'on peut avoir capté autour de soi, etc. Bon, moi, alors, il y a plusieurs thèses. Moi, ma thèse, c'est que nos pensées émanent directement de notre structure de fonctionnement. Moi, je pense. Et qu'il faut relativiser énormément ça pourrait être un vernis éventuellement, il va y avoir des discours comme ça que les gens tiennent, mais votre exemple sur la révolution, moi je pense que même au niveau sur le plan universel, qu'on soit en Russie, en Chine, en Inde, en France, il y a cette structure que vous avez signalée, et c'est vous-même qui l'avez signalé, il y a plusieurs niveaux de fonctionnement, des fonctionnalités, plusieurs cartes, et que ça ne change ni dans l'espace, ni dans le temps. Que ce qu'on croit, ce qu'on a l'impression qui change, c'est peut-être un vernis, comme ça, un certain discours qu'on doit tenir, etc. Mais réellement, on prend le cas des femmes, par exemple, les femmes n'ont strictement rien changé dans leur mode de fonctionnement, ni sur 2 millénaires ou 3 millénaires, ni dans l'espace géographique. Tout ce qu'on peut, ils vont peut-être tenir des propos, comme ça. Ils ont quand même changé le fait de vouloir de faire ou pas des enfants. Avant, elles étaient obligées. Maintenant, elles fait un changement. Oui, mais c'est très relatif tout ça, c'est très relatif.
il ne faut pas s'attarder sur des détails, des anecdotiques. Il y a ce petit détail qui ment. Bon, on va aussi dire qu'aujourd'hui, les gens utilisent des ordinateurs et pas il y a 10 000 ans, mais ça, c'est du relatif. Il faut voir la structure fondamentale de l'humanité. Elle est structurée. Alors, vous, par exemple, pour reprendre la question que combien de structures vous voyez, vous, dans la société? Combien de catégories vous voyez? C'est une bonne question, Jacques. Enfin, pour moi, je trouve que ça se complique tout ça, parce que chaque pays ne fonctionne pas pareil dans leur mentalité, dans leur culture, dans tout ça, dans l'éducation. Mais il y a quand même un apprentissage face à nos métiers qu'on a, nos métiers différents, et les gens, ils apprennent le travail. Donc ils apprennent à comprendre un travail, comment que ça fonctionne. Bon, juste un exemple, je prends la blague là, qui est en train de vider les poubelles, ou la caissière qui est en bas qui apprend à vendre des sandwichs. Oui. Donc ils ont appris le mode capitaliste du travail, Oui. le fonctionnement de l'emploi, Oui. le nettoyeur, ainsi de suite. Voilà. Donc un métier a une fonction différente, mais il y a des gens, comme tu l'as cité, Jacques, qui sont faits pour certains métiers et d'autres non. Oui. Ils n'ont pas la capacité. Je suis désolé de dire Non ça. mais alors quel est le clivage fondamental? Alors s'il fallait classer l'humanité non pas en 3 pour l'instant, mais en 2 catégories fondamentales, Oui. quelles seraient ces 2 catégories? Et qu'est-ce qui les différencierait, ces 2 catégories? Ah bah tu le sais très bien. Enfin moi, pour moi, moi je pense que tu le sais, moi je le sais. Ben, moi je le sais peut-être, mais j'aimerais bien Voilà. que... je pense Ben, pas moi, que- je dirais le métier manuel et le métier intellectuel. Par exemple, bon, on retrouve d'ailleurs dans la maçonnerie. Exactement. Maçonnerie spéculative, maçonnerie opérative. Voilà, c'est ça. Effectivement, bon. Alors, bon, moi je introduirais une autre distinction. Les personnes qui font ce qu'on leur dit, alors c'est écrit comme ça, on leur dit comme ça, ils exécutent. Et ils disent, bon, ben voilà, comme. Bon. Et puis il y a les personnes qui. C'est un peu la dialectique du maître et d'esclave. Oui, c'est ça, exactement. Bravo. La mentalité d'esclave, Ah, on des est serviteurs, d'accord. ils ont une mentalité d'esclave. Oui, De toute c'est ça, façon, exactement. ils ont besoin Ouais, ouais. d'un cadre, d'un schéma D'un leur niveau, qu'ils vont suivre. Bon. Et puis On va leur instruire. ceux qui n'ont pas besoin de ce schéma. Exactement. Bon, voilà. Et ceux qui sont libres par rapport à ce schéma, eh ben, eux, ils peuvent modifier. Alors ils vont être des maîtres parce qu'ils sont capables de créer de nouveaux schémas. Oui, bien sûr. Parce que ces anciens schémas, je ne sais pas si vous avez vu la pièce de Ibsen, Les Nuits du Peuple. Non. Je vous signale, ça se joue actuellement au Théâtre du Nord-Ouest. D'accord. C'est le débat entre minorité et majorité, entre l'avant-garde et puis le peuple, etc. À certains moments, le peuple, ça c'est ma théorie, le peuple a besoin d'un chef, et à d'autres moments, le chef fait appel au peuple. Exactement. Voilà. Ouais, je comprends. Et on alterne constamment comme ça. Bon. Ouais. Voilà. Ouais, le rapport va pas l'un sans l'autre, on va dire. Ça, c'est- Oui, mais alternativement. Tantôt c'est l'un qui se met en rapport avec. Tantôt l'un fait appel. Par exemple, chez les Juifs, vous avez vu dans la Bible, ils viennent voir Samuel, il dit donne-nous un roi comme les autres peuples. Bon. Là, actuellement, par exemple, moi je plaisantais là, le fameux colonel là, qui s'est fait tuer, qui s'est sacrifié. Oui, bah, c'est le héros. Donc on a besoin d'un héros. Ouais. Le peuple a besoin d'un héros. Ouais. Et à d'autres moments, c'est plutôt les hommes politiques qui disent faisons parler le peuple, le populisme, demande-lui, vox populi, vox dei, etc. Donc il y a cette alternance. Et si on n'a pas compris cette dialectique qui fait que tantôt ça balance d'un côté, tantôt ça bascule de l'autre, on n'a rien compris. Bien sûr. Donc effectivement, par exemple, nos amis comme par exemple, pour être un petit, nos amis Jean-Paul et Valentin, vous les mettez dans quelle catégorie? Les gens d'en bas ou les gens d'en haut? Les gens d'en bas, forcément. Ben oui, les gens d'en bas. Sans les mépriser. Oui. Voilà, je trouve que c'est des gens qui sont faits, qu'on peut les instruire dans des disciplines sérieuses. Voilà, Par exemple, c'est ça. comme Jean-Paul, il est fait pour une structure d'un Comme c'est métier. le Christ, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Non, mais ça, c'est une invention. ça. Non, mais on le laisse dire ce qu'il a à dire. Mais effectivement, quand vous discutez avec des gens, vous voyez assez rapidement Bien sûr. s'ils disent, voilà, et puis alors même ça va encore plus loin, Ouais. parce qu'ils vous disent, ils vous prennent pour quelqu'un comme eux, et ils disent, mais toi, tu t'imagines que tu peux ne pas respecter ce qui est indiqué, et tu peux inventer des trucs qui n'ont pas déjà été écrits, etc. C'est ça. Et là, il y a on pourrait obliquer vers la lutte des classes, Ouais. au sens marxiste du terme. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez vous qui êtes un érudit? Non, mais je veux dire, la Il y a lutte que vous ici qui la êtes lutte- érudit, la vraiment. lutte des classes, dites-nous, puisque ça fait quand même partie du sujet, la lutte des classes, qu'est-ce que vous en pensez? La lutte des classes,
Qu'est-ce que ça représente pour toi, Jean-Paul? La lutte des classes, c'est C'est tout la même chose. Est-ce que les classes, ça correspond à une réalité? Est-ce que ça correspond... Les classes, c'est une nouvelle définition qui correspond à des catégories socio-professionnelles, surtout après la révolution industrielle. On a pu parler de classe et de lutte des classes, mais pas avant, parce qu'avant, il a fallu la révolution industrielle pour qu'on parle de lutte des classes. Vous ne croyez pas qu'il y a toujours eu une lutte des classes? Avant, il n'y avait pas avant de lutte des classes. Avant, il y a une société traditionnelle. Il y avait bien sûr toujours des rapports entre les corporations, il y a toujours eu des petites choses, mais la lutte des classes, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place pour transformer la société, pour qu'une partie de la population s'oppose à une autre et renverse la société. Oui, c'est vraiment une sens de révolution renversée. On va bientôt laisser la parole à Valentin, mais pour l'instant, je voudrais quand même vous répondre, à moins que vous vouliez répondre à ça. Les classes, c'est... Oui, Est-ce que vous êtes d'accord avec le camarade Jean-Paul? Non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec toi. Avec un K ou avec un C, camarade? Parce que la lutte il a peut-être pas compris le mot de sens de la lutte des classes que tu viens de citer, Jacques. La lutte des classes, c'est la lutte d'un instructeur et de l'instruit. Si l'instruit n'a pas compris l'instructeur, c'est ça la lutte des classes. Bon. Par exemple. Je cite un exemple comme ça. Je continue, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Paul. On parle des classes préparatoires. Moi, je parle des classes d'une information quelconque. Il y a des informations que tu ne sais pas que les personnes vont t'apprendre. Et que même au bout de ta vie, tu ne connaîtras jamais. Et que tu ne sais pas. Moi, je peux poser une question que tu ne pourras jamais répondre. Oui, d'accord. Vas-y. Sur le plan astronomique, par exemple, tu ne pourras pas répondre. Alors, je ne suis pas en accord avec ce que vient de dire Jean-Paul. Sur le caractère moderne que tout à l'heure, d'ailleurs, vous savez, il y a une fameuse expression qui dit rien de nouveau sous le soleil dans l'Ecclésiaste. Donc, dès qu'on commence à me dire que depuis la Révolution, les choses ont changé, ou que la lutte des classes correspond à des choses nouvelles, etc., moi, je rigole. Hein. C'est vrai que c'est un peu ma maladie. Moi, je suis dans la psychologie et je vois que les choses reviennent sous une forme ou sous une autre, ça revient tout le temps. Et que rien ne... Tout, comme on dit toujours, tout évolue et rien n'évolue. C'est-à-dire que tout... ça revient, tout change et tout revient de la même façon. Alors Jacques, je vais prendre un exemple là-dessus. Un exemple, Napoléon qui a fait écrire 99,9% des lois de constitution en France de la République. Ou le code civil, Ou un code civil, voilà. Et des droits de l'homme. Donc ça veut dire que quand Napoléon a décédé, la République s'est mise en marche dans notre pays français. On a eu des dirigeants politiques qui ont commencé à changer des constitutions de loi, dans leurs intérêts, dans leur faveur. Voilà. Sans passer par ce que c'est avant. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Je ne sais pas très bien à quoi vous faites référence. Napoléon... c'est une modification du texte par on connaît bien l'histoire des constitutions, j'ai fait droit constitutionnel. Bon, il y en a eu avant Napoléon, il y en a eu après Napoléon. En 1848, il y a eu une constitution dont a profité d'ailleurs son neveu, Napoléon III, qui s'est fait élire président de la République, enfin on va pas revenir. Et puis avant Napoléon, il y a eu 3 ou 4 constitutions qui ont précédé, le directoire, tout ça. Bon. On a eu des politiques qui ont changé quand même les constitutions. Bon, mais où est-ce que tu veux en venir? Alors d'accord, alors ils ont changé et donc... je veux dire qu'il y a un texte qui a été changé par un autre texte. Alors, voilà, c'est tout. Oui, ça prend change rien. Non, mais c'est une forme de lutte intellectuelle entre les deux. Juste Des rapports opposés. Alors, des rapports opposés, Jacques. Bon, d'accord. Sur cette notion d'éternel retour là, en fait, c'est une erreur. Il n'y a pas d'éternel retour. C'est du semblable. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux êtres qui viennent, des nouvelles choses, des événements qui se ressemblent, mais ils se ressemblent seulement. Et c'est toujours du nouveau, c'est-à-dire que c'est un... Mais on compare avec autre chose et il y a une ressemblance. C'est du semblable, mais il n'y a pas d'identité, sinon ce serait la même chose. Parce que s'il y avait identité, ce serait la même chose. Donc il n'y a pas d'identité, c'est du semblable. Mais c'est sûr que les choses se manifestent sous la même nature. C'est-à-dire que ses enfants et ses enfants de ses enfants, ils ont tous la nature humaine, mais c'est pas lui. Voilà. Bon, alors... Pareil pour les événements. Mais il y a des événements qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, si demain Macron, pour faire je sais pas quel truc, il fait brûler par exemple tel palais, ça ressemble à ce qu'a fait Néron, il y a de la ressemblance. Et il y a plein de choses comme ça, ce qu'a fait Hitler, ce qu'a fait d'autres. Mais c'est pas les mêmes choses. Il peut y avoir un autre génocide de je sais pas trop qui, comme il y a eu des génocides avant, mais ça ne sera pas le même génocide, ça sera quelque chose de semblable. Oui. Bon, alors c'est intéressant, il a son point de vue. Hein. D'un point de vue, disons, d'une science historique,
on sait très bien que il n'y aurait aucune science. D'ailleurs, Pascal dit, je crois que c'est Pascal qui disait, il n'y a d'autres sciences que du général. Enfin, soit on est capable de comparer des choses parce qu'elles ont des éléments de ressemblance par-delà leurs différences, et à ce moment-là on fait de la science, soit on est piégé chaque fois par quel cas c'est différent, ça c'est différent, ça c'est différent, et on tient pas une discours scientifique. Alors apparemment, semblerait désagréable, il semble que la capacité à généraliser sur un grand nombre de cas qui effectivement diffèrent sur tel et tel point dans le temps de l'espace, ça c'est quelque chose qui vous échappe. Non, mais je suis pas contre la généralisation, mais seulement c'est pas la même chose qui revient. Non, on mais peut pas dire ça, on peut pas. Non mais C'est la manière d'exprimer, on ne dit pas que, encore une fois, personne ne dit que c'est exactement la même chose qui revient. Il y en a qui le pensent vraiment comme non, un mais retour, non, mais pas du tout. Non. Mais par contre, bon, par exemple, on continue à faire des enfants aujourd'hui comme on en faisait il y a 10 000 ans. Bon, ça n'a pas changé. Et beaucoup de structures sociales n'ont pas vraiment évolué, même si on a laissé croire aux gens que ça pouvait changer. Hein, c'est un autre problème. Alors, on peut le raconter n'importe quoi. Par exemple, on dit aux femmes, demain ça va changer. Votre statut va changer. Ce qui se passe dans notre civilisation. Mais ça, c'est de l'utopie, c'est de la dystopie. Ces changements qui se passent dans notre civilisation, ces involutions qu'on appelle évolutions, qui sont liées à la dissolution des choses, et à la fin d'une civilisation, à la fin d'un monde, d'une certaine manière, le monde judéo-chrétien ou le monde islamique, qui arrive au bout, maintenant, et là c'est la fin des fins, parce que là on arrive à la fin d'un grand cycle apparemment. Ces choses-là, il y a une similitude, bien évidemment, sous l'Empire romain et sous d'autres empires. On avait déjà des femmes qui prenaient, alors c'est pas pareil parce que c'était pas aussi fort, on avait déjà les homosexuels qui prenaient une certaine importance, mais jamais autant on est arrivé il y avait aussi la prostitution, les mœurs qui changeaient, et des choses qui se ressemblent, mais maintenant ça prend de l'ampleur, et quand on arrive à la fin, c'est la grande amplitude, et là on arrive au bout du rouleau, c'est très très fort. Là c'est les choses qu'on n'a jamais vues avant, on va avoir le bouquet final, voilà. Comme dans un peu d'artifice là. Non mais d'accord, vous apportez votre point de vue, c'est la linéarité. C'est la fin des temps, c'est la finalité des choses. C'est pas linéaire, c'est cyclique, mais à la fin d'un cycle, un autre commence. Toujours est-il qu'il faut bien, comme il a commencé, qu'il finisse, parce que tout ce qui a commencé doit finir. La question que vous posez, mon cher Jean-Paul, c'est la durée des cycles. Après, ça se calcule, non, mais justement, c'est un point qui n'est pas du tout négligeable. Si vous parlez des cycles de plusieurs milliers d'années, c'est pas la même chose que vous parlez des cycles de 3-4 ans. Hein. Donc, on voit bien que ça n'a pas du tout, vous employez le mot cycle, vous voyez bien qu'un cycle de 2000 ans, ça n'a pas du tout la même signification qu'un cycle de 10 ans. Hein, parce qu'un cycle de 10 ans, c'est intégré dans une vie humaine. Dans votre propre vie, vous allez vivre un certain nombre de cycles. Et donc, ça. Bon, alors maintenant, moi, personnellement, bien que je connaisse un peu l'astrologie. Si on parle de cycle, pourquoi on dit cycle? Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, il y a quelque chose de différent mais de semblable qui revient, c'est ça? Oui, mais le problème, c'est que pour moi, cette cyclicité. Comme il y en a d'une femme, c'est jamais les mêmes, mais pourtant elle les a tous les mois. Non, mais là, on est en train de parler de la durée. C'est pas indifférent de parler d'un cycle de 2000 ans, ou d'un cycle de 200 ans, ou d'un cycle de 20 ans. Mais tous ces cycles, ça n'a pas du tout la même portée. Tous ces cycles s'emboîtent les uns dans les autres, mais c'est vrai que c'est pas la même portée. Alors là, on est sur des cycles à échelle humaine, on va dire, on reste dans l'échelle humaine. Voilà. Sinon, voilà, donc toute idée d'un cycle de plusieurs centaines d'années ou plusieurs milliers d'années, ça va plutôt dans votre sens, justement. Mais moi, c'est pour ça que je mets tout de suite le haut là, je dis non, des cycles oui, mais pas à cette dimension-là, parce qu'on voit bien, par exemple, l'alternance gauche-droite, etc. Bon, ça prend pas des siècles pour se faire, il y a beaucoup de choses qui alternent à des rythmes. C'est intéressant. Est-ce qu'on vit dans une cyclicité courte, où les choses peuvent basculer en 3-4 ans, ou est-ce qu'on vit dans une cyclicité longue? Voilà, et ça c'est un débat sur lequel je suis assez expert, enfin, on ne va pas en faire la tête, mais je vous mets en garde. Alors donc, effectivement, moi ma thèse, c'est qu'effectivement, globalement, le fonctionnement de l'humanité, le fonctionnement des sociétés, je préfère le mot, il est strictement identique depuis des millénaires. Bon, maintenant, d'où ça sort, pour revenir à notre question tout à l'heure, d'où ça sort? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est de l'ordre de la nature? Non, toute cette structure sociale. À la structure sociale. Avec la cyclicité. La cyclicité fait partie de la structure sociale. Parce qu'une société, elle est structurée de deux façons. Dans l'espace, au niveau de ses différentes fonctionnalités, et dans le temps, au niveau des phases par lesquelles elle passe. C'est de l'ordre de la nature, mais c'est vrai que les sociétés humaines, enfin la société humaine, elle a tendance quand même à sortir un peu de la nature, étant donné que les hommes
sont quand même des êtres qui ont reçu l'intelligence et la spiritualité, même si d'une certaine manière ils poussent dans la boue, ils sortent et ils s'élèvent dans les nuages. Alors c'est sûr que leur société, même si elle participe au naturel, elle a quelque chose aussi, quand elle est vraiment en pleine possession de ses moyens, elle touche au divin un peu d'une certaine manière, oui. Non, mais moi, c'est pas mon point de vue, mais à l'origine, la racine de cette humaine est quand même naturelle, oui, la racine. Non, justement. Oui, alors, la racine. Alors, attendez, parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Qu'à l'origine, par exemple, d'une maison, il y ait des pierres, on est d'accord là-dessus. Bon, mais c'est une façon de remonter à l'origine, ce qui est à mon avis assez de mauvaise foi. Non, mais je parlais de la racine, c'est pas dans le temps. La racine, même une société comme celle du Moyen-Âge, elle est beaucoup plus spirituelle, elle s'élève, mais elle est quand même enracinée dans la nature parce que il faut l'homme, la femme, les enfants, la famille, ça touche à la nature. Non, c'est pas du tout la question que je pose, moi. La question que je pose, c'est est-ce que la structuration de la société, dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire en étant en différentes fonctionnalités et en différents cycles, est-ce qu'elle est de l'ordre de la nature? Bon, on ne va pas jouer sur les mots. Bien sûr que si on remonte dans l'absolu, oui, elle est dans la nature. Mais est-ce que la construction que nous avons, c'est une construction, est-ce que cette construction dans laquelle nous vivons, qui fait qu'il y a des strates, des niveaux différents, des classes différentes et des cycles différents, est-ce que ça c'est de l'ordre, est-ce que c'est l'homme qui l'a, ou nous disons les choses comme ça, est-ce que c'est l'homme qui l'a instauré, ou est-ce que ce sont les dieux qui l'ont instauré, en prenant le mot Dieu dans un sens extrêmement large, de guide, de chef, de maître, tout ce qu'on voudra. Parce que finalement, au fond, vous devriez être d'accord avec cette idée. C'est-à-dire qu'on est dans une structure... Je dirais que c'est les hommes qui l'ont instauré immédiatement des dieux, c'est sûr, immédiatement. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire, certains hommes, les qui commandent, sont immédiatement ceux qui instaurent et qui organisent. Attendez, alors on se rapproche là un petit peu, mais le seul problème c'est qu'il faut avoir la technologie pour. Le fait que les hommes obéissent à des cycles et que la société soit, ça demande une biotechnologie, ça demande une maîtrise génétique que je ne crois pas qu'on puisse attribuer aux hommes de l'Antiquité. Voyez-vous ? Il ne faut pas sous-estimer en disant oui c'est facile à dire, oui mais c'est la nature qui a fait comme etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le fameux débat du darwiniste ou sur Lamarck, etc. Est-ce que les hommes sont capables de mettre en place des changements au niveau du fonctionnement de la société, au niveau du fonctionnement des humains, ou est-ce que c'est autre chose? Et là on touche à un sujet, c'est la fameuse transmission des caractères acquis, etc. Bon, c'est très discutable. Moi je suis plutôt, alors effectivement je suis plutôt du côté de maîtres qui auraient instauré carrément le système dans lequel nous vivons. D'accord. Qui ont des technologies qui étaient très supérieures à celles que nous pouvions avoir il y a X milliers d'années. Mais est-ce que toi tu es d'accord avec ça, Jacques, par rapport à ce que tu viens de citer? Est-ce que les grands maîtres ont structuré cet environnement comme ça par rapport aux différentes classes sociales de la population humaine? Par rapport, non, ils ont instauré ces structures. Je n'ai pas compris par rapport. C'est quoi ce mot français par rapport? Par rapport à ces structures. Ben, ils les ont instaurées. Voilà. Oui, bien sûr. Ils les ont instaurées pour que la société fonctionne bien. Oui. Notre société, finalement, on a parlé du fonctionnement des différents groupes, mais c'est un tout. Le tout fonctionne. Bien sûr. L'ensemble fonctionne, à condition que chacun ait la place qu'il doit avoir dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a dit tout à l'heure, il y a un temps pour plutôt aller dans un certain sens, un moment pour aller dans un autre sens, plutôt donner la parole à l'élite ou plutôt donner la parole au peuple, etc. Et ça, c'est un mode de fonctionnement. Alors, je vais te poser une question très simple, Jacques. Tu vas me dire ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais prendre, par exemple, le fonctionnement de l'art? Ça me plaît beaucoup, d'ailleurs, ce genre de fonctionnement. Est-ce que tu pourrais te baser, par exemple, sur un nid de ruche d'abeilles, où tu as la reine avec toute cette population? Est-ce qu'un peu la population ou la société qu'on vit actuellement reflèterait un petit peu l'environnement de ce que je viens de te citer sur les animaux de ces abeilles? C'est pas une mauvaise question. Sur le manteau de roi de France, à l'époque, il y avait des abeilles. Non, c'est plutôt c'est plutôt Napoléon qui avait des abeilles. Non, mais Charlemagne avait des abeilles. Oui, mais Napoléon, il a copié. Attends. Oui. Enfin, les abeilles, c'est uniquement Napoléon qui les a récupérées. Voilà. Bon, effectivement, il disait de la fourmilière, de la ruche. Il y a en effet des fonctionnements de différents animaux, de différentes sociétés
qui sont organisés de cette façon. Parce qu'on voit bien que l'animal a un Pourquoi il y a même des cycles une qui peuvent fonction. exister. Oui, il y aurait des choses qui seraient. Les animaux comme- qui représentent des choses, c'est qu'on appelle ça un bestiaire. Oui. Des bestiaires, ça rentre dans les notions des bestiaires. Non, non, mais il parle de l'organisation sociale. L'organisation sociale telle que je la décris pourrait faire penser à l'organisation sociale d'une ruche, par exemple. Voilà. Ah oui. Voilà, des abeilles Ou plutôt d'une qui fourmilière. construisent une ruche et en même temps qui fabriquent du miel. Voilà, on veut. Non, mais on va les faire comprendre certaines choses. Une termitière même. Oui, non, mais- On prend un deuxième insecte qui est, par exemple, tout simplement un asticot. Oui. Un asticot, on le regarde, l'être humain, il comprend Non, pas. mais il y a quand même alors, la différence fondamentale entre la ruche Élastique, et la société humaine, c'est que la ruche, elle est prise dans un système. Alors là, effectivement, vous m'obligez quand même à mettre un bémol, Bien sûr. parce que la ruche, l'humanité, elle est quand même capable de se renouveler, de transformer. Elle n'est pas sclérosée, l'humanité. Bien sûr. Elle n'a pas un instinct sclérosé comme l'ont les abeilles. Parce que l'élite, elle, sa fonction, c'est justement d'éviter cette sclérose. D'éviter que le peuple se sclérose totalement, Bien sûr. en le réveillant de temps en temps, en le déstabilisant de temps en temps, et à ce moment-là, ça fait toute la différence. Effectivement, le rôle de l'élite, c'est de permettre au peuple d'en bas de ne pas devenir des abeilles, de ne pas être complètement bloqué dans un mode de fonctionnement. Alors là, effectivement, là je suis d'accord avec vous, on a quand même un mode de fonctionnement qui a une capacité de renouvellement autrement supérieure à celui des autres animaux. De toute façon, ils sont prédéterminés à faire des ruches ou à faire des. Non, mais je veux dire que c'est là la différence. Vous n'allez pas Exactement. tomber dans le piège qu'a nous a tendu Christopher, parce qu'en effet, c'est justement ça, le rôle de l'élite, le rôle des gens d'en haut, des maîtres, c'est d'éviter ce déclin et cette dégénérescence. Et il faut bien que le peuple le comprend, à un moment donné, il comprend qu'il a besoin d'un réformateur. On est dans l'histoire de Macron actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Il a besoin d'un réformateur qui va faire bouger les choses, Qui va faire modifier, bouger voilà, les lignes, on va dire. et qui va permettre. Et d'ailleurs, dans le fameux bouquin, enfin, la pièce de théâtre L'ennemi du peuple, le type dit, il s'appelle Thomas Stackman, je vous recommande sa lecture, il dit, c'est une pièce qui a été créée en 1883, il dit oui, le rôle de l'élite, c'est de conduire le peuple, de lui apporter de nouvelles réflexions, de nouveaux concepts qui vont. Alors, et à un moment donné, le peuple va tellement Est-ce qu'il y a une. cristalliser ces concepts qu'il va vouloir être attaché à eux, et alors il va falloir à nouveau Il n'y a pas le convaincre de. une élite des élites, c'est-à-dire au-dessus de tous les peuples, un peuple qui pourrait conduire les autres. Bien sûr. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut pas. C'est de ça qu'on va aller direct à l'essentiel. Oui, alors là, effectivement, là, vous avez raison de nous embrayer là-dessus. Effectivement, vous faites allusion évidemment au peuple juif. Là, je vais parler de gens, je pense aux Inuits. Ah oui. Alors, le peuple juif, et éventuellement, alors ça c'est une nouvelle proposition que je fais, les francs-maçons. Parce que, à mon avis, les francs-maçons, ils attirent une certaine population. Dans leur rang. Oui. Ça veut dire, on parlait tout à l'heure de ces gens qui s'assemblent parce qu'ils se ressemblent. À mon avis, les francs-maçons, s'assemblent pas à la raison. les gens qui viennent là-dedans, c'est pas n'importe qui, Ah, c'est et sûr. ils se ressemblent. Et à mon avis, c'est une façon de capter des gens qui ne sont pas Il forcément. faut savoir que les francs-maçons, ils ont une chose particulière. Les francs-maçons, ils vont chercher les meilleurs éléments, ceux qui, dans les sciences et dans ceux qui ont une certaine capacité à produire, ils les repèrent quand ils sont jeunes dans les universités, ou même le gars qui a une capacité à faire quelque chose, boxeur important, ou même soit manuel ou technique, ils veulent les rattraper et les mettre dans leur société, parce qu'ils veulent les avoir avec eux. Attention, c'est un travail de longue haleine, il faut ça avec tout. Il faut relancer parce que ça va être trop long autrement.